Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est 1 heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, c'est Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France et le candidat à l'élection présidentielle qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, c'est le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zap Élysée. C'est le premier zapping politique des matinales. Dans un instant, le JT des territoires. Une épidémie de grippe particulièrement sévère cet hiver, vous le savez. En région PACA, une question, la mortalité est-elle en forte hausse à cause de la grippe? L'épidémie touche à sa fin, mais la grippe a probablement fait des ravages dans cette région. La mortalité a explosé de 20% ces dernières semaines par rapport à l'an passé. L'Agence régionale de santé doit encore confirmer la responsabilité du virus face à ces chiffres, mais dans les hôpitaux, les cas de grippe ont été très nombreux, notamment chez les personnes âgées. Lucie Camin pour Azur TV. La mortalité a augmenté de près de 21% en région PACA. Même si pour le moment le lien n'est pas encore officiel, suspecte numéro 1, la grippe. Une épidémie particulièrement virulente, première victime comme chaque année, les personnes âgées. Il y a vraiment eu beaucoup plus de cas de grippe chez les patients âgés fragilisés, avec une grippe plus sévère. Il y a eu aussi beaucoup plus de décès, mais on n'a pas encore de chiffres. Ce qu'il faut remarquer, c'est que c'était des patients qui présentaient donc des épisodes grippaux avec des surinfections bronchiques, et on a noté que c'était des patients âgés dépendants qui présentaient également des déshydratations sévères. Et ce qui est spécifique cette année, c'est qu'il y a eu beaucoup de décès qui ont été dus à ces déshydratations. Pour ce docteur, une partie des décès aurait donc pu être évitée par une meilleure prévention hivernale au niveau de l'hydratation des seniors. Au niveau de la prévention de la déshydratation pendant l'été, depuis la canicule de 2003, où on voit tous les médias qui filment les maisons de retraite avec les patients en train de boire. Et cet hiver, en fait, l'hiver, il n'y a pas la même culture. Et en maison de retraite, on a l'impression que les patients n'ont pas bu assez, ils se sont déshydratés alors qu'ils faisaient des épisodes grippaux, ils étaient au lit, ils ne buvaient pas. Et donc il y a vraiment un message important à faire passer, c'est qu'il faut hydrater ces patients qui présentent des grippes en maison de retraite. Si les urgences ont été particulièrement sollicitées cette année à cause du virus, les patients se sont aussi rendus en cabinets médicaux. Ici, beaucoup de vaccins ont été réalisés depuis le début de l'épidémie. Parce que j'ai plus de 30% de gens qui ont 70 ans et plus, donc population plus fragile. Donc je leur conseille évidemment la vaccination contre la grippe. Rares sont les patients qui ont refusé de la faire. Il y en a bien quelques-uns. Vous avez toujours des gens qui vous disent chaque fois que j'ai fait le vaccin, j'ai été plus malade que quand je ne le fais pas. Donc vous en avez bien quelques-uns. Mais en majorité, les gens acceptent de le faire, ça se passe bien, il n'y a pas d'effet indésirable. Et à ce moment-là, au moins, ils sont mieux couverts. Cette semaine en PACA, environ 17 725 personnes auraient contracté le virus. Mais heureusement, après 8 semaines d'épidémie grippale, celle-ci touche à sa fin. En France, près d'1 800 000 personnes auraient consulté un médecin généraliste pour ce motif. Politique maintenant, François Fillon peut-il vraiment relancer sa campagne? Après des excuses adressées aux Français lundi, le retour sur le terrain dès mardi, le candidat des Républicains à l'élection présidentielle a affirmé qu'il irait jusqu'au bout. Et pendant la tornade, vous le savez, Alain Juppé a répété qu'il ne serait pas une solution alternative. On fait le point sur la position du maire de Bordeaux, alors qu'aujourd'hui François Fillon sera en Nouvelle-Aquitaine, dans la Vienne, et aux côtés de Jean-Pierre Raffarin. Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde. J'ai été choisi par des millions de Français. Je ne suis pas le candidat d'un parti. J'annonce ici même que c'est une nouvelle campagne qui commence. Et ce n'est certainement pas Alain Juppé, grand perdant de cette primaire Les Républicains, qui le contredira. Rêver un temps comme plan B pour certains, il a tourné définitivement la page présidentielle. Après un dernier commentaire, notamment sur les réseaux sociaux, non, c'est non. Même lors de ses sorties bordelaises, comme ici à la Banque Alimentaire de Gironde, pas question de parler politique. Je ne suis pas venu faire une campagne électorale. On ne pourra pas parler d'élection. Ça changera un peu. Merci. En revanche, chez les fillonistes de la première heure, comme Yves Damécourt, on retrouve le sourire. Pour eux, place à la campagne. Chacun sait que François Fillon était à Bordeaux il y a quelques jours à peine. Et donc, avec Alain Juppé, la conversation n'a jamais été rompue. Et donc aujourd'hui, on est prêt, notre candidat est prêt, donc on y va, quoi. Une élection présidentielle, c'est
c'est une course d'endurance et à la fin on accélère. Lundi prochain, c'est l'organigramme de campagne girondin de François Fillon qui sera présenté. Mais avant cela, le candidat pour les Républicains tiendra un meeting à Poitiers ce jeudi. Politique toujours, regardez maintenant cette séquence houleuse tournée par la Dépêche du Midi au dernier conseil régional de la région Occitanie la semaine dernière. Le Front National provoque un incident de séance lors de la plénière de ce conseil et la présidente Carole Delga est intervenue pour couper le micro d'un conseiller frontiste. Agnès Grimaldi pour la Dépêche du Midi vidéo. Et je souhaiterais répondre à M. Bergeon qui nous parle de racines espagnoles. Moi, mon arrière-grand-père, monsieur, il a fui le fascisme en Italie. Il était italien et il a mal vécu en France. Et j'en suis le résultat. Et figurez-vous que mon grand-oncle il est mort fusillé par les SS. Et que vous, les socialistes, vos prédécesseurs, ils ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Et vous avez voté pour... C'est indigne, indigne, indigne. La parole est à Monsieur Thierry Deville pour 5 minutes. Bon, écoutez là, maintenant, je demande, il y a une suspension de séance. Il y a une suspension de séance. Voilà, et sachez qu'on apprend ce matin que suite à cet incident, des menaces ont été proférées sur la messagerie du Conseil régional d'Occitanie et que Carole Delga a porté plainte hier au soir. Autre sujet, Airbnb, la plateforme de location entre particuliers, a généré 414 millions d'euros en Occitanie toujours. 414 millions d'euros, c'est le montant généré par cette association américaine au départ. 791 000 voyageurs ont fréquenté la région à travers 1700 villes et villages. Depuis 2016, la plateforme de location entre particuliers reverse la taxe de séjour dans 19 villes, ce qui permet des retombées économiques importantes. Reportage pour TV Sud de Céline Durchon. À 34 ans, Alexandre est un habitué d'Airbnb. Cette plateforme de location touristique permet à des voyageurs d'être hébergés chez un particulier à moindre coût. Alexandre voyage dans 12 à 15 pays par an. Airbnb lui permet d'avoir un contact privilégié avec son hôte. Moi, une personne qui arrive, qui fait juste là pour le business, qui me donne les clés, ça ne m'intéresse pas du tout. C'était plus à chaque fois que j'ai eu des expériences, c'était les gens, ils m'ont invité à manger, on allait faire des treks ensemble, ils m'ont montré des choses en tant que locaux que j'aurais pas eu en fait en tant que voyageur, mais dans un hôtel ou quelque chose comme ça, quoi. À Marcillargues, village de 6000 habitants dans l'Hérault, il n'y a pas d'hôtel, donc pas de concurrence avec un établissement touristique. Pas moins de 20 biens sont disponibles à la location, dont celui d'Estelle et Christophe. À 69 € la nuit, la location peut aller de 2 jours à 1 semaine. Airbnb leur rapporte 5 000 € par an. Il faut savoir que Airbnb met en avant justement les bons loueurs en mettant un système de super hôtes. Et donc le fait qu'on soit classé super hôte par Airbnb va nous aider encore plus à faire de la location. Certaines villes bénéficient largement des retombées économiques d'Airbnb puisque la taxe de séjour est reversée dans 19 villes de France, dont Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Cette taxe de séjour d'abord met une vraie équité financière par rapport aux professionnels, une équité aussi touristique puisque cet argent ne va pas directement à la mairie puisqu'elle sert aussi à faire la promotion touristique et elle sert aussi à faire l'animation. En fait, la taxe de séjour permet de développer tout l'aspect touristique de la ville de Perpignan et aujourd'hui Perpignan est vraiment reconnu comme une grande destination touristique. D'après une étude publiée par Airbnb, plus de 42 000 annonces sont disponibles à la location dans la région Occitanie, dans 1700 villes et villages. Entre janvier 2016 et janvier 2017, 791 000 voyageurs ont été accueillis dans la région. Après une année 2016 particulièrement difficile pour les agriculteurs, quelle solution pour résoudre la crise agricole du lait, de la viande, mais aussi des céréales? Quelle stratégie pour l'année à venir? Comment aider les plus jeunes à investir la filière? Autant de questions soulevées lors de la réunion annuelle de la FDSEA à Chaland en Vendée. Réponse avec Pierre Dalicieux pour TV Vendée. Crise du lait, de la viande, mauvaise récolte. 2016 est une année particulièrement préoccupante pour l'agriculture. Peu de filières sont épargnées. Après avoir manifesté à plusieurs reprises en Vendée et partout ailleurs, aujourd'hui la FDSEA au niveau local compte adopter une stratégie pour 2017, celle du dialogue.
Stratégie qui a déjà fait ses preuves avec Cœur de Gamme, un accord signé entre les producteurs de viande bovine et la GMS qui vise à mieux mettre en valeur une partie de la production. Aujourd'hui, les actions sont différentes. Les actions sont des actions de construction. Des réunions avec les directeurs de GMS, de grandes et moyennes surfaces, on en a au quotidien. On a vu qu'avec le Cœur de Gamme, ça payait. On essaye de construire pareil. Quand derrière, il faudra montrer les dents, on le montrera aussi. Le prix, il en est question également chez les producteurs de lait. Après être descendu au plus bas en imposant 250 € les 1000 litres, alors qu'un producteur devrait en toucher 340 pour pouvoir se payer. Les industriels ont revu leur copie en proposant en ce début d'année 2017 310 voire 315 € les 1000 litres. Pas assez pour ces producteurs. C'est un retour prix, point. Il faut redonner plus que ça, car les trésoreries sont très endommagées. Donc avec un 315, comme on veut bien nous annoncer là en ce début d'année, eh bien ça ne suffira pas. C'est pas en donnant des attributions laitières supplémentaires, c'est bien en donnant un prix que les éleveurs repartiront à faire du lait. Malgré le contexte, les écoles d'agriculture, elles, ne voient pas fuir leurs élèves, bien au contraire. Les agriculteurs de demain ne manquent pas. Le but, préparer au mieux les futures installations dans les meilleures conditions. Et ça passe notamment par les nouvelles technologies. L'innovation, elle est tous les jours dans nos exploitations et c'est à nous les jeunes de porter des idées pour que ça soit sur le financement de l'installation, que ça soit sur l'économie avec nos coopératives, que ce soit sur l'accompagnement humain, que ce soit sur l'accompagnement technique de nos exploitations. Toutes les innovations elles viendront par la jeunesse agricole. 2017, c'est bien évidemment l'élection présidentielle. Le premier tour, c'est dans moins de 80 jours. Sûr que le monde agricole ne manquera pas de se faire entendre par les différents candidats. La désertification des territoires, une préoccupation constante, vous le savez. On vous propose maintenant une belle initiative avec la reprise du dernier commerce d'un village de 200 habitants dans les Vosges. Vosges Télévisions a suivi un couple soutenu par la municipalité, très motivé, mais qui n'avait pas vraiment de certitude sur la pérennité de leur projet. 7 mois plus tard, ils n'ont aucun regret. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Vexincourt, petit village d'un peu moins de 200 habitants situé à l'extrême nord-est du département. Ici, en juin dernier, nous rencontrions Edwige et Renaud pour la reprise du tout dernier commerce de la commune, l'Auberge de la Mai. Soutenus par la municipalité, ils étaient motivés mais n'avaient pas vraiment de certitude sur la pérennité de leur projet. Nous sommes donc revenus les voir 7 mois plus tard et ils n'ont aujourd'hui aucun regret. Pas de regret, c'est vrai qu'on a eu un petit peu peur au début, on s'est dit on n'est pas du tout en passage. Le bar et restaurant est retiré de la route, on s'est dit ça va peut-être pas marcher, mais on s'est dit on va se lancer, on va essayer, et puis au final on voit que ça prend. L'été s'est bien passé, on a eu pas mal de monde, pas mal de touristes, de marcheurs, beaucoup de gens qui sont revenus aussi à la charge après parce que la cuisine leur plaisait aussi, donc on restait sur des produits quand même assez frais, locaux, et puis ça fait parler quoi. Ça fait parler et ça fait venir les clients, les locaux d'abord, contents de voir des petits jeunes s'investir dans la commune. Moi je suis pour justement la création de nouveaux commerces et tout ça, parce que quelque part c'est la vie des communes qui en dépend un petit peu, et je respecte les jeunes qui se lancent maintenant dans cette aventure qui est quand même très bien. Et puis il y a les quelques touristes que l'on croise régulièrement ici, à l'image de Jorit et Sipke, deux nouveaux clients qui viennent de Hollande. On a fait de la randonnée ici pendant quelques jours. On est allé vers le lac de la Mai. On a fait de la randonnée et on campe dans le coin. Les petits restos, c'est vraiment sympa. Ça favorise plus le contact que lorsqu'il y a plein de monde. Moi, je préfère. L'Auberge de la Mai avec Saint-Cour semble donc bien avoir trouvé une seconde jeunesse, mais Edwige et Renaud doivent assurer leurs arrières. C'est pour cela qu'ils ont aussi pris en charge la cantine scolaire pour les maternelles et les primaires du secteur. Ils pensent également investir dans du matériel plus spécialisé pour développer leur activité. On aimerait bien lancer la partie traiteur, lancer aussi une partie de repas emportés pour les personnes âgées, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le coin, et puis ils sont en manque de déplacement, tout ça, donc pas de société non plus qui livre des repas comme dans les grandes villes. Donc c'est vrai que pour eux c'est un manque, et ça peut être aussi un atout pour nous de pouvoir faire ces repas pour ces personnes âgées.
Des idées, des projets, une affaire qui pour le moment se porte plutôt bien. L'auberge de la Mai est redevenue le cœur de Vexincourt. L'objectif est à présent d'obtenir un label, celui des bistrots de pays, peut-être pour la fin d'année 2017. 400 000 € pour sauver l'un des plus beaux villages de France. En Charente-Maritime, Talmont est menacé par l'érosion du littoral. Le maire du village touristique lance un SOS. Il appelle à la générosité pour financer une étude de travaux pour sauver sa commune. Explication de Christophe Chavanneau. Telle une presqu'île, Talmont-sur-Gironde défie encore les eaux de l'estuaire sur son promontoire calcaire. Mais pour combien de temps encore ? Le temps, justement, et les éléments naturels font leur œuvre de sape et d'érosion qui rongent peu à peu les fondations naturelles des remparts de la cité érigés sous le règne anglais au XIIIe siècle, menaçant désormais ses habitations. Après les coups de vagues, les différentes tempêtes de ces dernières années, a rongé le calcaire. Et malheureusement aujourd'hui, ce bâtiment qu'on peut constater assez important au niveau de sa taille, reçoit chaque année des touristes puisque c'est un gîte rural et aussi bien sûr des chambres d'hôtes. Et malheureusement aujourd'hui, ce bâtiment se trouve être menacé par l'érosion puisque commence à être instable, des fissures apparaissent à l'intérieur des pièces de ce bâtiment. Trouver une solution pérenne, c'est ce que s'est fixé comme objectif Stéphane Lotte, le maire de cette commune de Charente-Maritime d'une centaine d'âmes, un des plus beaux villages de France qui reçoit chaque année près de 500 000 visiteurs. C'est de faire un système de sabots devant la falaise qui est en pleine érosion. Aujourd'hui, c'est ni plus ni moins effectivement qu'une digue, je dirais, une digue pour couper les lames, pour couper les grosses vagues. L'idée, c'est de faire aussi un rempart continu quand même sur l'ensemble, ce qui va sécuriser bien sûr, et on évitera de se voir ce bout de ces poteaux avec ces fils de fer. Ce sont donc 400 000 € qu'il faut désormais trouver pour sauvegarder ce bijou patrimonial. Voilà, fin de ce journal des territoires. Dans un instant, la une de vos quotidiens, puis le débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. On va reparler de Aulnay-sous-Bois avec Jean-Louis Picot du Parisien. Voilà, beaucoup de une sur le rapport de la Cour des comptes, vous le savez, et sur l'écotaxe. Le télégramme écotaxe l'immense gâchis. Il s'agit bien entendu, vous le savez, de ce milliard d'euros d'indemnisation auquel s'ajoutent 10 autres milliards de manque à gagner. L'abandon du projet écotaxe, à la suite notamment de la mobilisation des bonnets rouges bretons en 2013 et 2014, aura coûté très cher à l'État et aux contribuables, selon la Cour des comptes. Pour Ouest France, c'est donc les milliards perdus de l'écotaxe. Pour l'Écho de Haute-Vienne, c'est rapport général de la Cour des comptes, cher écotaxe. Pour le Midi Libre, argent public, le gâchis permanent. La Cour des comptes dénonce les défauts de gestion aussi en Occitanie. On reste en Occitanie avec la dépêche, bien sûr. C'est une sur la contraception, la pilule à 50 ans. Et c'est le Sénat qui rend hommage aujourd'hui à Lucien Neuwirth, le père de la loi sur la régulation des naissances. Ces témoignages de 3 générations de femmes dans la dépêche du midi aujourd'hui. Dans l'Est éclair, malaise chez les facteurs. Un métier en perpétuelle évolution, des horaires à rallonge, des prestations difficiles, des conditions de travail compliquées. C'est une enquête de l'Est éclair. Dans Nord éclair, l'encadrement des loyers crispe les professionnels. Il est en vigueur depuis le 1er février. Inutile pour les professionnels de l'immobilier pour lesquels le marché est capable de s'autoréguler. Et c'est la preuve, selon eux, les loyers baissent, notamment dans le Nord. La Voix du Nord, c'est plus facile de changer de banque, vraiment ? C'est un point d'interrogation que pose la Voix du Nord en liaison avec cette loi Macron. Est-il plus facile de changer de banque ? Pour le Courrier Picard, stop aux arrêts maladie. La CPAM met les bouchées doubles pour lutter contre les arrêts maladie abusifs en Picardie et les contrôles vont se multiplier dans la région. En Charente-Maritime, c'est des écoles menacées et c'est déjà la mobilisation. 6 écoles pourraient disparaître à la rentrée en Charente. La contestation s'organise. À Soyeux, la mobilisation inédite de parents et d'enseignants contre la fusion de 2 écoles a payé hier et c'est une enquête dans la Charente libre. Dans Paris-Normandie, les militants LR à l'épreuve du terrain en pleine affaire Fillon. Les jeunes militants, les Républicains, tentent de faire campagne sur le terrain et veulent recentrer le débat sur les idées et le programme, mais ils sont très attendus. Pour la République des Pyrénées, enfin, une positive, un gagnant empoche 1 million d'euros en jouant à l'euro-million. Et c'est à Pau que le joueur chanceux a rempli une simple grille à 2,50 €.
c'est le bingo pour lui. Voilà, sans transition, nous allons maintenant décrypter l'actualité. Elle est nationale, elle est ultramarine, elle est territoriale ce matin. J'accueille Jean-Louis Picot du Parisien. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous. Bonjour Luc Laventure. Bonjour. Vous dirigez Outre-mer 360, merci d'être à nos côtés. Et j'accueille Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon Capitale. Merci Raphaël d'être avec nous ce matin. Bonjour Cyril. Voilà, Théo, le jeune homme blessé lors de l'intervention policière jeudi dernier à Aulnay-sous-Bois, est au cœur de l'actualité et en Seine-Saint-Denis, bien sûr. Il est toujours hospitalisé. Sur l'enchaînement de ce drame, de nouvelles informations ce matin dans Le Parisien, Jean-Louis Picot. Je rappelle que vous êtes un journal quotidien avec de nombreuses éditions départementales et notamment une en Seine-Saint-Denis. Absolument, avec des gens qui sont sur le terrain à longueur d'année et qui connaissent très bien les départements franciliens, la Seine-Saint-Denis entre autres, Aulnay-sous-Bois aussi, avec tous les problèmes que peuvent rencontrer ces communes, ces quartiers, et dont on a encore une fois le malheureux exemple. Alors ce matin, l'actualité, c'est qu'on donne des détails sur l'intervention des policiers qui a conduit au drame qu'on connaît avec le jeune Théo. Donc le président de la République a visité à l'hôpital. Oui, il y a 2 jours. Avant-hier. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une patrouille de police qui avait repéré, qui a entendu des cris d'alerte de jeunes, comme ça peut se passer parfois quand il y a des dealers dans ces quartiers. Tout de suite le message passe quand il y a une patrouille de police qui arrive, donc une certaine tension. Théo et ses amis apparemment passaient par là. Il y a eu un contrôle, une tension entre les deux groupes sans qu'on sache de quel côté c'est parti en premier. Tout ça a été, et c'est ça qui est inexcusable du côté policier, tout ça a été très mal maîtrisé. Ça a conduit à une échauffourée. Théo a été entraîné au sol. Avec lui, au même moment, un policier est tombé par terre. Et donc là, à partir de là, c'est pas très clair. Ce qui est sûr, c'est que lui, il est gravement blessé, qu'il va en garder des séquelles pour très longtemps, et que tout ça est inacceptable. Les provocations ont continué lorsque Théo a été emmené en voiture jusqu'au commissariat, puisqu'il a été emmené dans un premier temps au commissariat, et c'est là qu'un des fonctionnaires de police a dit regardez l'état de ce jeune, c'est pas possible, il faut l'emmener. C'est donc un fonctionnaire de police qui a téléphoné au secours pour faire transférer le jeune Théo. Dans un premier temps, il a été emmené dans les locaux de la police avant qu'on se rende compte de la gravité de son état. On connaît l'âge des policiers qui sont mis en cause. Est-ce que ce sont de jeunes policiers? Est-ce qu'on peut parler Ce sont de jeunes... gens inexpérimentés, de gens... Qu'est-ce qu'on sait d'eux? Ce qu'on sait, c'est que ce ne sont pas des débutants. Ce ne sont pas des gens qui étaient sur le terrain depuis quelques jours, quelques mois. Ce sont des gens qui, je crois, ont entre 3 et 4 ans d'expérience. Donc, il n'y a pas l'excuse ils découvraient le terrain, une zone certes sensible. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas se retrancher derrière ça. Ce que je veux dire, au-delà de la gravité des faits et du fait que c'est, je l'ai dit, inexcusable et que c'est une bavure, on peut appeler ça comme ça, je pense qu'il faut remettre ça dans un contexte. Je veux dire, dans l'absolu, il y a des problèmes entre jeunes et policiers, entre habitants de certains quartiers et policiers. Ça arrive à longueur d'année, cette tension, elle est là. Et j'ai envie de dire, globalement, en dehors de cette affaire, de ces faits-là, il y a des victimes des deux côtés. Mais il y a quand même eu un tournant politique depuis le démarrage de cette affaire, avec des interventions des hommes politiques du spectre entier, politique français. Le président de la République l'a visité. Ça peut faire débat dans une campagne présidentielle quand même, ce type d'attitude de la part de la police. Ça peut faire débat sur plusieurs choses. Ça avait déjà été le cas en 2012, puisque François Hollande avait évoqué justement des mesures pour avoir plus de contrôle sur les contrôles, si je puis dire, c'est-à-dire finalement on en était arrivé au retour de la plaque d'immatriculation qui permet d'identifier les policiers. Et la vidéosurveillance aussi dans tout ça. Oui, alors justement, il y a eu des films qui ont été faits par des gens du quartier, il y a aussi des caméras de vidéosurveillance dans le quartier, qui ont pu en partie filmer ce qui s'était passé. Des vidéos citoyennes aussi. Tout à fait, c'est ce que je disais. Il y a des gens du quartier qui ont filmé. C'est d'ailleurs grâce en partie à cela que l'affaire a pu être mise à jour auprès du très grand public. Pour terminer sur les policiers, il avait été question à un moment d'un récépissé à chaque fois qu'il y avait une intervention, comme quoi les policiers devaient remplir un document qui était remis aux gens. Ça a été finalement
abandonné parce que ça faisait trop de paperasse, c'était compliqué. Je pense donc que ça risque de revenir dans l'actualité de cette campagne présidentielle, entre autres. Aulnay-sous-Bois, donc c'est le fait du jour bien sûr, révélation sur une bavure, révélation, c'est un titre fort aujourd'hui dans Le Parisien. Merci Jean-Louis Picot. Sans transition, le cannabis. Et peut-être juste pour conclure, je pense que ce qui va revenir, moi, c'est les GoPro. On commence à équiper les policiers de GoPro dans les... Expliquez ce que ce sont des caméras. Des petites caméras embarquées en fait, que portent les policiers. Dans l'agglomération lyonnaise, c'est Rieux-la-Pape, un maire plutôt à droite, copéiste, qui a proposé ça en termes de sécurité. Et puis au final, on se rend compte que ça règle beaucoup de problèmes. Parce que pour les problèmes il y a un gros problème de confiance entre les jeunes et la police. Là, au moins, ça objectivise. D'accord. Est-ce que le cannabis permet à certains gangs, dans certains quartiers autour de Lyon, de tenir le terrain, comme on dit? C'est une évidence. C'est une enquête. Pour une fois, il y a un patron des HLM qui brise un peu un tabou et qui reconnaît qu'une bonne partie des loyers peuvent être payés par l'argent du cannabis. C'est votre enquête, hein? Comment le enquête, oui. Cannabis tient les quartiers dans Lyon-Capitale aujourd'hui? Il y a quelques chiffres qui sont assez clairs. Le RSA dans l'agglomération lyonnaise, c'est 200 millions d'euros. Le cannabis, c'est 300 millions d'euros. Et dans les HLM, ils ont accès aux revenus des gens. Ils voient que certains locataires vont payer en liquide, à l'avance, des sommes assez importantes, des 6 mois de loyer. Ils savent d'où vient l'argent. Et il y a derrière ça toute une hypocrisie qui est quand même très forte. Le cannabis officiellement est interdit. Nos prisons sont pleines de petits trafiquants. Est-ce que l'État n'est pas complice d'un recel? Parce que on sait d'où vient cet argent quand même. Avec une photo là, impressionnante, c'est les saisies de cannabis qu'on voit dans Lyon-Capitale en photo? Ah oui, le cannabis, c'est la moitié du trafic de drogue en France, à peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Très bien, Luc Laventure, Outre-mer 360, il y a ce type de problème évidemment en Outre-mer. On va parler un peu politique, l'actualité dans les départements français d'Outre-mer. François Fillon confirme un déplacement à La Réunion mais annule celui de Mayotte. Tout à fait, il compresse un petit peu son séjour dans l'océan Indien. Il devait faire Mayotte et La Réunion. Il part samedi à La Réunion, dimanche il arrive sur place. Il a un meeting important qui est prévu à Saint-Pierre dans le nord de l'île. Et il repart à Paris. Donc, compression de son emploi du temps. C'est dû à entre guillemets, l'affaire en cours. Vous avez des informations là-dessus? Je pense que c'est dû à la tension ici sur le plan national et le fait qu'effectivement, ces voyages sont millimétrés. Donc, aller à Mayotte et à La Réunion, c'était un peu difficile. Alors, un sujet dans Outre-mer 360 qui concerne notre invité de 8h. Tout à l'heure, ce sera Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle. Et il effectue 2 déplacements, l'un à Mayotte le 12 et le 13 février, l'autre à La Réunion le 13 et le 15 février. 1% de l'électorat au premier tour de la présidentielle de 2012 à La Réunion, 1,1 à Mayotte, vous dites? Oui, tout à fait. Mais cela veut dire que, et on l'a vu à la dernière élection présidentielle, les Outre-mer ont un poids de plus en plus important sur l'échiquier. Effectivement, ça compte. D'où d'ailleurs cet engouement des candidats qui se précipitent, pas pour des raisons de climat vers les Outre-mer. Parce qu'effectivement, ils se rendent compte que, la notion de vivre ensemble a du sens dans des départements et dans des territoires comme Mayotte et surtout à La Réunion, où il y a tout un mélange de religions, de cultures différentes, etc. C'est-à-dire que la notion même de vivre ensemble prend du sens. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ils s'aperçoivent que ces territoires ne sont pas que des îles, mais des territoires et des plateformes pour la France. Voilà. Voilà, et vous annoncez qu'Emmanuel Macron sera attendu en mars. Absolument. Son délégué est déjà sur place. Il y a eu d'ailleurs des contacts entre les deux Macron, entre les deux états-majors Macron pour qu'ils ne se chevauchent pas dans leur venue dans l'océan Indien. Merci. On passe à la météo des territoires justement, avec celle des départements français d'outre-mer. On regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Et maintenant, le Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales d'info, on le regarde ensemble. Dans Ouest France, le candidat républicain s'adresse directement aux Français. Désormais, c'est à vous de décider, écrit François Fillon. Exigez ce droit que personne ne saurait vous confisquer. François Fillon s'est excusé lundi, il a envoyé une lettre aux Français ce matin. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Continuer à s'excuser. S'excuser le mardi, s'excuser le mercredi, s'excuser le jeudi, s'excuser tous les jours de la campagne, parce que je pense que ça va être le lot quotidien de François Fillon. On est en train de vouloir nous voler l'élection présidentielle. Qui ont? C'est ça la question. Qui ont? Ceux qui régulièrement distillent avec une certaine gourmandise, je dois dire, ces pseudo-révélations, cette désinformation. Monsieur Fillon, une réaction aux nouvelles affaires révélées par le Parisien et le Canard enchaîné? Je ne vais pas répondre à toutes les calomnies. Jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. C'est une attitude et une déclaration qui sont scandaleuses. Mais on voit bien quel est le jeu de M. Bayrou. M. Bayrou nous annonce qu'il va être candidat et donc il veut faire parler de lui une nouvelle fois. François Bayrou, il sera candidat. Oui, mais il n'est pas de droite. Enfin, François Bayrou, il n'est pas de droite. Enfin, il est tout le monde d'où? le sait. Mais je ne sais pas d'où il est. Il est un peu au centre. D'ailleurs, il est un peu sur le même créneau que Macron. François Bayrou disait qu'il ne voulait pas qu'avec Emmanuel Macron, la finance prenne le pouvoir sur la vie politique. Et accusait Emmanuel Macron d'être un hologramme du monde de la finance, qui voudrait, comme à chaque élection, prendre le pouvoir sur le monde politique. Bah écoutez, voilà, je vois qu'il continue à avoir ses obsessions. Vous êtes passé à ça de devenir le candidat de la droite pour la présidentielle, pas de regret? Vous êtes sûr qu'il vous en veut pas personnellement, parce qu'on sait que les sarkozystes ont poussé pour votre candidature en essayant de débrancher Monsieur Fillon? Non mais écoutez, arrêtez d'écouter les bruits de fond de couloir à gauche. L'entêtement de François Fillon prend en otage la droite. L'entêtement de François Fillon fait le jeu de M. Macron, qui est un grand danger pour la France. Tout le monde, à l'exception de ce studio, trouve christique, merveilleusement frais et printanier, les discours de Emmanuel Macron. Juste une chose. Nous avons souligné que le dernier discours était creux, qu'il n'y avait aucune proposition pratiquement. Enfin, aucune proposition. En temps d'antenne, croyez-moi, c'est pas ce qui ressort le plus. Monsieur Fillon, c'est vous le coq sportif avec cette campagne maintenant? Elle passe très totalitaire. Il faut 10 minutes entre chaque blague, il y a à peu près 30 millions de coqs en France. Au moins. Et encore un comité d'accueil là attendu, quelques militants communistes cette fois-ci. De l'enseignement supérieur. Fillon, sans province, on n'en veut pas, ses excuses non plus, ou l'inverse. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, et l'invité politique ce matin de Territoire d'Info, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Vous êtes président de Debout la France et candidat à l'élection présidentielle. Merci d'être sur ce plateau pour vous interroger. À mes côtés ce matin, Christophe Bordet, rédacteur en chef de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Michaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Michaël, merci d'être avec nous. Bonjour Michaël Zamès. Nicolas Dupont-Aignan, les députés britanniques l'ont autorisé cette nuit. Theresa May et son gouvernement ont déclenché le Brexit, la sortie de l'Europe. Si vous êtes élu président, est-ce que vous organisez le France-Exit, le Frexit? Non, d'abord je dénonce les traités tels qu'ils sont et j'entame une renégociation pour bâtir l'Europe des nations libres qui récupèrent leurs lois, la maîtrise de leurs lois, de leurs frontières, mais aussi bâtir une Europe des projets qui manquent tant aujourd'hui, c'est-à-dire que je réoriente complètement la construction européenne. Entre la soumission à cette mauvaise Europe qui a défiguré l'idéal européen et le Frexit, il y a une vraie marge. Et il y a une voie équilibrée, qui est l'Europe gaulienne, la seule qui a marché, c'est-à-dire une Europe où on travaille ensemble, sans perdre nos identités, nos souverainetés. Et vous gardez l'euro ? C'est la seule solution. L'euro, on le fait évoluer en monnaie commune, parce que l'euro tel qu'il est nous épuise, mais il faut garder une coordination monétaire. En monnaie commune, ça veut dire quoi concrètement? C'est l'écu, ce qu'on appelait l'écu? C'est un écu amélioré. On garde une coordination, on garde le meilleur de l'euro, on enlève ses inconvénients.
Nicolas Dupont-Aignan, vous dites vouloir vous inspirer de la politique de Donald Trump. Si vous êtes président, est-ce que vous prenez des décrets anti-immigration, par exemple, comme l'a fait Donald Trump, pour interdire le territoire français à plusieurs pays? Si oui, lesquels? Où est-ce que vous avez trouvé cette idée de m'inspirer? La seule chose que j'ai dite, c'est que les premières décisions de Donald Trump montraient au monde, et aux Français notamment, qu'il y avait des présidents qui ne pouvaient jamais rien faire. Que quand on est président avec une légitimité populaire, on peut prendre des décisions. J'ai pas dit que j'approuvais tout ce que faisait Donald Trump. Alors sur l'immigration, par exemple, c'est très important. Ça montre aux Français, comme Theresa May d'ailleurs, ça montre aux Français qu'il n'y a qu'en France où un président ne sert à rien. Et qu'un président de la République peut prendre des décisions. Après, je ne suis pas américain, je pense que Donald Trump avait annoncé ce qu'il fait. Je ne suis pas favorable à des exclusions d'entrée sur le territoire pour un pays, pour des ressortissants d'un seul pays. Sauf quand on est en état de guerre, on peut imaginer ça. Il y a eu ça d'ailleurs pour les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Mais là aussi, pourquoi attendre les excès d'un Trump pour régler les problèmes? C'est exactement la situation française aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on attende la catastrophe pour agir. Et je suis candidat parce que je propose une rupture solide, sérieuse, réaliste. C'est ça l'enjeu. Alors arrêtons de faire des épouvantails à moineaux. La première chose à faire, c'est se débarrasser de ceux qui ont gouverné depuis 20 ans, qui nous ont fait tant de mal, tant de mal au pays. Le dégagisme. Non mais le dégagisme, c'est une évidence, les Français n'en veulent plus. D'ailleurs, Hollande, Sarkozy, Juppé, Valls, bientôt Fillon, les Français ne veulent plus de cette génération qui a menti au pays. Ils ne veulent plus de la génération ou ils ne veulent plus des candidats qui avaient été déjà candidats les autres années. Monsieur Dupont-Aignan, vous avez été candidat en 2012. Non, ils ne veulent plus des gens qui ont gouverné, qui les ont ruinés. Parce que c'est ça la réalité. Mais vous avez été et nous sommes le seul pays au monde. À un moment, jamais, quand même. jamais. Moi, j'ai renoncé. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui font passer leurs convictions avant leur carrière. Et quand la droite gagnait, j'ai quitté l'UMP parce que j'étais en désaccord sur la question européenne. Donc reconnaissez au moins que j'ai de la constance. C'est ce que je voulais entendre. Reconnaissez au moins que j'ai de la constance. Je dis une chose très simple. Enfin, on arrive dans notre pays à épouser, grâce au peuple, pas grâce aux hommes politiques, une méthode saine. Quand on a échoué au pouvoir, on ne se représente pas. On ne se représente plus. Et donc ça, c'est le premier point. Mais ça ne suffit pas. Il faut reconstruire. Et c'est là où ma candidature commence à avoir de l'intérêt. Est-ce qu'on reconstruit avec M. Mélenchon et ses excès? Est-ce qu'on reconstruit avec Mme Le Pen et ses excès? Ou est-ce qu'on reconstruit avec moi? Avec moi, je suis candidat à la présidence de la République et je propose. Mais l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un président. Après, il y a une majorité. Après, il faut avoir un gouvernement, un Premier ministre, etc. Vous aurez les équipes nécessaires derrière vous. Venez voir mes équipes. Et vous croyez que les Français ont envie de revoir ceux qui ont gouverné? Je voyais sur les images M. Accoyer, que je respecte. Je voyais sur les images toutes ces personnalités qui ont archi-gouverné et qui ont échoué. Mais moi, je préfère avoir les gens qui m'accompagnent. Des maires solides, des élus qui ont fait leurs preuves, réélus à 80% dans leur ville, des chefs d'entreprise qui ont réussi, des responsables associatifs qui ont montré l'exemple. Donc des élus locaux au gouvernement, si vous êtes président. Vous croyez qu'ils ont réussi, les autres? Ça se rapproche un peu d'Emmanuel Macron, ça? Et alors oui, sur ce côté-là. Et sur ce côté-là, il y a quand même des passerelles. Non, il y a des similitudes sur une démarche. Ne pas passer par des primaires qui sont des éléments de gel. Les primaires sont des escroqueries. On voit les résultats. Donc c'est vrai qu'Emmanuel Macron a le courage de passer hors primaire comme j'ai le courage de le faire. Après, il y a deux modèles complètement différents. Monsieur Macron, c'est la mondialisation low cost. C'est un mensonge permanent. Il fait croire qu'il va améliorer les choses alors qu'il va continuer une politique de soumission. Donc pour vous, européenne. Macron, c'est quoi? C'est un danger? Macron, c'est le masque de la modernité sur la régression sociale du 19e siècle. Vous savez, il y a des gens comme ça, il fait moderne. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent « Ah, Macron !» Mais il faudrait qu'il gratte un peu parce que c'est le pire du 19e siècle. C'est la hausse de la CSG, c'est le SMIC jaune, c'est la baisse des salaires. C'est ça, Macron. Il a déjà commencé et il veut aller encore plus loin. C'est la loi travail puissance 15. Alors, si les Français veulent souffrir avec Macron parce qu'il a un visage plus avenant
que ceux d'avant. Bon courage. Moi, j'ai lu un petit peu. Je propose une autre voie, qui est une voie de relance économique, qui est une voie où on change, on change radicalement de politique. Mais pour revenir sur Macron, quand vous dites il veut augmenter la CSG, c'est vrai, d'ailleurs il l'a dit, donc voilà, mais aussi diminuer les taxes sur les salaires pour augmenter le pouvoir d'achat et donc le salaire net. C'est pas bon ça? Je voudrais qu'on m'explique, c'est là l'habileté de M. Macron, j'ai été le premier à proposer la baisse des cotisations salariales. J'ai proposé de les diminuer de 30% sur le quinquennat, ce qui fait un effort de 40 milliards à trouver, et ça renforcerait le pouvoir d'achat de 10%. Je vois après M. Macron, qui pique mon idée, très bien, ça prouve qu'elle était bonne, mais il baisse les cotisations, mais il va augmenter la CSG. Alors qu'on m'explique, ça veut dire que les salariés vont gagner un tout petit peu et les retraités vont être accablés. Nos retraités qui ont déjà pu juste une chose quand même. Votre projet, qui voit M. Macron. Projet, 700 propositions, beaucoup de promesses. 40 milliards de baisse de charges, augmentation des petites retraites, baisse des impôts. Vous allez me dire, les promesses, ça ne coûte rien. Si, ça coûte de l'argent. D'abord, je voudrais expliquer quelque chose. On fait comment? Attendez, 2 choses. D'abord, ça fait 20 ans qu'on fait tout augmenter, les impôts, les taxes. Notre pays est en train de crever. Et je dis qu'il faut un choc de relance par la baisse d'impôts et par la relance du pouvoir d'achat. C'est un changement de politique radical. Il faut relancer la mécanique. Deuxièmement, comment je finance? Je récupère les 8 milliards que nous donnons chaque année en excédent à l'Union européenne pour financer nos concurrents. Il n'y a aucune raison de financer les entreprises polonaises, roumaines, espagnoles qui viennent concurrencer nos emplois sur notre sol. Attendez, et deuxième point, je récupère 40 milliards sur la grande fraude fiscale et la grande fraude sociale. On peut le faire. Et avec cet argent, je relance l'économie. Je permets aux Français de retrouver un peu de dignité par le travail. Je récompense le travail. C'est Nicolas Dupont-Aignan qui est invité de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin. François Fillon, dans le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, perd 0,5% à 18% d'intention de vote au premier tour. Emmanuel Macron est devant lui et plus largement encore Marine Le Pen. Est-ce que François Fillon, pour vous, est-il en mesure de gagner encore cette élection ? Je crois que François Fillon, je l'ai déjà dit à de multiples reprises, par son entêtement, prend complètement en otage la droite et la France. Parce que moi, je ne veux pas voir revenir la gauche, cette fausse gauche de M. Macron, la gauche caviar, de la finance, parce que côté finance, on est servi côté Macron. Et donc, moi, je pense que les Français... François Fillon et Emmanuel Macron, vous choisiriez François Fillon qui dépendent de l'argent des grandes entreprises. Quand je vois que François Fillon a reçu dans sa société où il est seul, donc c'est lui, 200 000 euros d'AXA, et qui nous expliquait il y a quelques mois que M. Decazes, l'ancien président d'AXA, pouvait être un grand ministre, qui nous expliquait... Il y a conflit d'intérêts ? Qui nous expliquait qu'il fallait ne pas rembourser les petits bobos. Je me dis, mais c'est un conflit d'intérêts monstrueux. Et comment M. Fillon va pouvoir, la tête haute, demander aux Français des sacrifices, alors qu'il ne se les a pas appliqués à lui-même ? Henri Decazes est aujourd'hui conseiller. Il est aujourd'hui conseiller de la campagne. Vous demandez à ce qu'il soit mis en retrait. J'ai rien à demander. C'est une situation ahurissante. Mais est-ce que vous imaginez un instant que les Français vont faire confiance à quelqu'un qui a été financé par des puissances d'argent, comme disait M. Bayrou? Alors, et vous, Nicolas, il a raison, Bayrou, là-dessus. Vous êtes financé comment? Il y a des grands patrons derrière vous aussi Personne. Je n'ai jamais reçu un centime d'une entreprise privée. Et quand on m'envoie à la mairie un cadeau, je le renvoie. J'estime que quand on est candidat, quand on est candidat à la présidence de la République, on ne dépend pas d'argent privé, d'argent de grandes entreprises qui ont des intérêts, croyez-moi. Et je vais vous dire ce dont crève la vie politique française. Depuis longtemps, Eh bien, on a vu le résultat. L'oligarchie, le fait que les PME soient oubliées, que cette oligarchie du CAC 40 vit ensemble depuis tant d'années, que la politique économique de la France a été faite pour les grandes entreprises qui ne payent jamais d'impôts, et que pendant ce temps-là, nos PME crèvent, nos artisans crèvent, la directive travailleurs détachés. Il y a un rapport, vous savez. Et quand je vois par ailleurs, parce qu'il ne faut pas accabler Fillon si on n'est pas juste vis-à-vis de Macron, j'ai repris toutes les cessions d'entreprises françaises, les grandes entreprises, à des intérêts étrangers, sous M. Macron. À 4 reprises, la banque Rothschild, dont il a été le salarié ou l'associé, ont opéré les transactions. Technip, qui est parti aux États-Unis. Alstom, qui est parti aux États-Unis.
l'aéroport de Toulouse, c'était pas... Qu'est-ce que vous voulez prouver quoi? Je dis qu'il faut balayer... quoi comme conclusion? Je dis qu'il faut qu'Emmanuel Macron clarifie ses liens avec la finance internationale. Vous lui posez clairement la question? Je demande à Emmanuel Macron de s'expliquer sur ses financements. Je souhaite qu'Emmanuel Macron publie la liste de ses donateurs. J'ai proposé de le faire pour les grosses sommes, pas pour 10 euros ou 20 euros, mais au-dessus de 1000 euros. J'estime que Emmanuel Macron ne pourra pas non plus aller à la présidentielle comme ça, sans publier la liste de ses donateurs. Et je remarque que M. Hamon lui a demandé, je ne suis pas le seul. En un mot, ce que je crois, c'est que les Français ne supportent plus cette espèce de fonctionnement en vase clos, malsain, de la vie politique française et du monde des affaires. Et je pense qu'il faut un grand ménage et en tout cas une grande transparence. Mais dites-moi, vous avez un point commun avec François Fillon, puisque votre épouse est votre assistante parlementaire aussi. Alors fictive ou pas fictive, elle? Je ne l'ai jamais caché et il y a une différence fondamentale. Mais fondamentale. C'est que tout le monde le sait parce que tout le monde la voit travailler au quotidien. On lui reproche même d'être trop présente dans ma circo. Donc là-dessus, personne ne m'a jamais d'ailleurs légitimement attaqué au cours de ma carrière. Tout ça, arrêter d'embaucher son cousin, sa tante, sa mère. Je vais vous dire, puisque certains ont abusé, il faudra sans doute légiférer, c'est évident. Mais je trouve ça presque dommage qu'on en soit là. C'est exactement comme les automobilistes qu'on harcèle parce qu'il y a des chauffards qui ne sont jamais arrêtés. C'est exactement comme les artisans qui travaillent en couple. Et en général, ils font plus de 35 heures et on les harcèle de contrôles fiscaux alors qu'il y a des grands fraudeurs. C'est toujours la question française. On ne sanctionne jamais les coupables et on emmerde, pardonnez-moi l'expression, ceux qui sont honnêtes. Dernière question, Michael Zamès. Nicolas Dupont-Aignan, si on voit les sondages aujourd'hui, si le deuxième tour devait arriver, demain matin, par exemple, il opposerait Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Vous voteriez quoi? Les sondages. Vous voteriez quoi au deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Les sondages manipulent l'opinion et je dis aux Français, votez selon votre cœur. Arrêtez de suivre les sondages. Les sondages ont été démentis. Les sondages ont été toujours démentis. Dans le dernier sondage, je serai au second tour. IFOP pour Sud Radio, vous êtes crédité de 2%. Je n'y crois pas un instant. On est loin du second tour. Mais je n'y crois pas un instant. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour vous d'y aller? Mais c'est une honte, ces sondages. Une honte. Aux élections régionales, on me mettait à 1%. J'ai fait près de 7% en Ile-de-France. Si on m'avait mis au vrai score, je pouvais être beaucoup plus haut. Arrêtez de suivre les sondages. Et vous savez, les Français ne sont pas dupes. Alors moi, je vous le dis... Vous ne serez pas remboursé, hein. Vous nous dites... Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Ce sont les électeurs qui votent. Si vous faisiez ce score... Ce sont les Français qui votent. J'accuse les sondages de manipuler l'opinion. Et je vous le dis... Il faut les interdire, les sondages? Mais il faut que les Français soient sages. Et vous savez, les Français... Ils ont commencé à comprendre ce qu'était la vie médiatico-politique de notre pays. Et les sondages, on les emmerde. Vous créditez autour de combien? Mais ce sont les Français qui vont trancher. Personne ne sait ce que je ferai. Est-ce qu'il y a quelques mois, vous ne disiez pas tous que M. Juppé allait être président? Après, vous avez tous dit que M. Fillon... Tout va changer parce que tout est libre. Laissez la liberté des électeurs. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été l'invité de Territoire d'Info sur Sud Radio, sur Public Sénat, avec la presse quotidienne régionale. Merci Michael Zamès et Christophe Bordet. Et on passe au débrief de vos propos dans un instant. Et pour débriefer les propos de Nicolas Dupont-Aignan, le candidat à l'élection présidentielle, j'accueille Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon-Capitale. Bonjour Raphaël, merci d'être avec nous. Bonjour. Ainsi que Jean-Louis Picot du Parisien Écho, merci d'être avec nous. Jean-Louis Picot. Alors on commence par... vous êtes responsable du Parisien Écho justement, alors par l'Europe. On a vu que les Anglais, le gouvernement anglais autorisait Theresa May, les députés anglais à exécuter le Brexit. Nicolas Dupont-Aignan, il ne veut pas du France-Exit, du Frexit. Pas vraiment, il l'a dit clairement. Non, il l'a dit clairement. Il est même revenu sur l'euro en disant il faut prendre ce qu'il y a de bon dans l'euro. Il est favorable à ce qu'était l'écu. Une monnaie commune. Donc il n'a pas tellement développé. J'avoue que j'ai un peu du mal à suivre la nuance entre les deux. Il faudra qu'il nous l'explique à l'occasion. En tout cas, c'est vrai que globalement, il est plus light, entre guillemets,
qu'il a pu être par le passé aujourd'hui. À quoi vous attribuez ça ? Une volonté d'être crédible vis-à-vis des Français au moment où il est candidat à l'élection présidentielle ? Je pense que ça vient de ça. Mais c'est difficile pour lui, parce qu'aujourd'hui, il a une Marine Le Pen qu'on annonce au deuxième tour face à Emmanuel Macron, selon un sondage, même si, qu'est-ce qu'il a dit ? J'emmerde les sondages, c'est ça ? Bien sûr, oui. Bon, d'accord, mais n'empêche qu'il y a une réalité, et je pense qu'il a un peu de mal à exister aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan. Raphaël Ruffier-Fossoul. C'est un candidat qui dit beaucoup de choses intéressantes, mais qui a du mal à imprimer. Ouais. On a du mal à retenir ce qu'il dit, on a du mal à... Il dit qu'il est totalement sous-estimé par les sondages et les études. Ça lui permet d'éviter de répondre à la question Macron-Le Pen, qui est quand même une question importante. Mais sur l'Europe, c'est difficile de retenir ce qu'il dit, parce qu'en réalité, il dit rien. Il dit moi, je veux l'Europe avec ses avantages et pas ses inconvénients. En fait, je veux l'Europe française. Mais la vision des avantages en France, elle n'est pas la même en Allemagne. L'Europe, c'est une négociation. Donc là, ce qu'il vend, c'est du rêve. Il vend... soit il faut accepter on n'accepte pas l'Europe et on dit qu'on en sort, soit on accepte que c'est une négociation et donc on fait des concessions aux Allemands. Et puis, il a pas mal de ces sujets, l'Europe entre autres, qui ont été repris, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans ou encore avant l'élection précédente... Les autres l'ont siphonné, comme on dit. C'est ça, c'était différent. Les positions sur l'Europe n'étaient pas aussi tranchées, alors donc c'était son sujet, avec quelques autres. Là, aujourd'hui, tout le monde en parle et tout le monde a évolué. Donc, il a du mal à faire la différence sur ces sujets-là. Alors, il a été interrogé par Christophe Bordet et Michael Zamès sur sa capacité, sa possibilité de gouverner, comme on dit. Et il a dit qu'il gouvernerait avec des maires, des élus, de petites communes, des chefs d'entreprise. Donc, à Nicolas Dupont-Aignan, qui serait un président de la République très participatif avec les élus. Et proche des gens, proche du terrain. C'est son étiquette d'élu local qu'il met beaucoup en avant. Ça peut se défendre, ça peut prendre aussi vis-à-vis de la population. On se demande si c'est pas pour obtenir des signatures qui disent ça aujourd'hui. Vous savez que le problème du parrainage est extrêmement important aujourd'hui. Ça, on en reparlera dans les prochaines semaines, effectivement. Il y a aussi une attente de renouvellement du personnel politique qui est très forte. Bien sûr. On a fait le parallèle avec Macron, d'ailleurs, sur cette question. Lui-même l'a fait. Et il l'a fait. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est peut-être le point sur lequel Macron est relativement convaincant, c'est qu'on se dit qu'avec Macron, on change le personnel politique. Et donc, assez habilement, il emboîte le pas sur cette question. Oui, sachant que même s'il l'a rappelé, il avait quitté l'UMP, il n'a pas gouverné, mais malheureusement pour lui, je crains que quand on dit le dégagisme, il faut changer de génération, j'ai peur pour lui qu'on le mette un petit peu dans le même sac que toute une génération d'autres personnes qui aujourd'hui... Le problème, c'est qu'on le met dans aucun sac. Sont mises de côté. Il ne représente pas une nouvelle vague, Nicolas Dupont-Aignan. Je ne crois pas. Alors, sur François Fillon, il pointe des conflits d'intérêts. Il en pointe aussi pour les autres. Il a beaucoup attaqué Emmanuel Macron sur des liens supposés entre son ancienne activité de banquier chez Rothschild et ses activités de secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il est sur une thématique que les Français épousent facilement en ce moment ? Là, pour le coup, il a une vraie cohérence. C'est un candidat qui est contre la finance internationale. C'est un des rares politiques qu'on va avoir au salon des lanceurs d'alerte, aller soutenir des Stéphanie Gibault qui sont dans le scandale UBS. Je vous rappelle, c'est une femme à qui l'État français doit plusieurs milliards d'euros, puisqu'elle a permis la révélation du scandale, et qui se retrouve aujourd'hui totalement isolée. Et ça va dans le sens de ce que pensent les gens aujourd'hui, et de ce qu'ils veulent. Oui, et je pense que ça va être au cœur de la campagne maintenant. On voit bien que Fillon, Pénop-Guette est un peu derrière nous. On va aborder la question du financement de la campagne de Macron. Il est beaucoup revenu là-dessus. On va aborder la question des conflits d'intérêts. Il a été assez précis, Jean-Louis Picot, sur ce qu'il reproche à Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'après, effectivement, le Pénop-Guette, dont on n'est pas encore tout à fait sorti quand même, mais je pense que le prochain, c'est Macron, c'est-à-dire qu'il va être un peu sous le feu de la concurrence par rapport, effectivement, à ses financements de campagne, entre autres. Nicolas Dupont-Aignan a avancé le débat ce matin, et je pense qu'on va encore en entendre parler par la suite, sans préjuger de ce qui sortira. Mais c'est évident que Macron, qui n'a jamais été aussi haut dans les sondages, va forcément, logiquement, se retrouver à un moment sous le feu des attaques des uns et des autres. Mais qui finance Macron ? C'est une vraie question, parce que est-ce qu'il a eu des clients comme banquiers ? Il a eu des interlocuteurs comme ministre de l'économie à qui il a pu donner un certain nombre d'avantages, et aujourd'hui il y a des gens qui le financent. Est-ce qu'il y a un lien entre ses activités de banquier, ses activités de ministre et aujourd'hui son programme de candidat ? C'est quand même une vraie question.
Ouais, alors je vais pas prendre la défense de Macron sur ce terrain-là, mais quand même, ce qui me gêne un peu, c'est que régulièrement on entend bah oui, mais les politiques n'ont jamais travaillé, etc. Effectivement, c'est un des seuls qui a travaillé. Il se trouve qu'il a travaillé dans la finance. Donc dans la finance, il a rencontré des financiers, des gens qui ont de l'argent. Il a négocié, il a fait des choses, il a travaillé pour des banques. Ensuite, il a été ministre de l'économie. Donc effectivement, il a rencontré des gens qui travaillent dans ces milieux-là. Après, il faut pas, bien sûr, qu'il y ait conflit d'intérêts. Je suis d'accord, mais laissons un petit peu de temps et puis ne reprochons pas aux politiques qui ont travaillé de l'avoir fait, parce que là, c'est un peu tout et son contraire. Oui, mais on voit bien que la question de la finance, elle intéresse beaucoup les Français. François Hollande l'avait dit assez justement, il avait été élu sur le discours « Mon ennemi, c'est la finance ». Et ça n'a pas été concrétisé. Je pense que sur le prochain candidat, ça va vraiment se poser. François Bayrou l'a bien attaqué, Macron, sur cette question-là aussi, en disant que en fait, l'enjeu, et Mélenchon dit à peu près la même chose, l'enjeu c'est les 95-99% contre les 1% qui possèdent du monde, qui possèdent la moitié des richesses. Est-ce qu'on ne va pas un petit peu, Jean-Louis Picot, dans le sens, au fond, de ce que pensent les Français, là, en mettant tout ça sur la table, en permanence? Est-ce qu'on ne va pas dans le sens de l'état d'esprit de l'opinion publique en ce moment, nous les médias? C'est sûr qu'on nous reproche souvent de faire partie d'un système. Moi, je pas d'un complot. Alors un complot, c'est encore autre chose. C'est sûr qu'il y a une sorte d'effet d'entraînement, de musique comme ça qui est là. Après le Penelope Gate, vous disiez il y a un instant, on va peut-être sans doute passer à une forme d'interrogation sur Emmanuel Macron, puis une forme d'interrogation sur un autre. Après, ça me paraît logique pour le coup que des gens qui se présentent à la présidence de la République doivent répondre d'un certain nombre de choses et des sujets dont on parle aujourd'hui. Et pour finir sur Macron, s'il est compétent dans la finance, tant mieux. Jean-Louis Picot du Parisien Écho. Merci Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon Capital. On passe aux Zappélisés, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. Dans Ouest-France, le candidat républicain s'adresse directement aux Français. Désormais, c'est à vous de décider, écrit François Fillon. Exigez ce droit que personne ne saurait vous confisquer. François Fillon s'est excusé lundi, il a envoyé une lettre aux Français ce matin. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Continuer à s'excuser. S'excuser le mardi, s'excuser le mercredi, s'excuser le jeudi, s'excuser tous les jours de la campagne, parce que je pense que ça va être le lot quotidien de François Fillon. On est en train de vouloir nous voler l'élection présidentielle. Qui ont? C'est ça la question. Qui ont? Ceux qui régulièrement distillent avec une certaine gourmandise, je dois dire, ces pseudo-révélations, cette désinformation. Monsieur Fillon, une réaction aux nouvelles affaires révélées par le Parisien et le Canard enchaîné? Je ne vais pas répondre à toutes les calomnies. Jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. C'est une attitude et une déclaration qui sont scandaleuses. Mais on voit bien quel est le jeu de M. Bayrou. M. Bayrou nous annonce qu'il va être candidat et donc il veut faire parler de lui une nouvelle fois. François Bayrou, il sera candidat. Oui, mais il n'est pas de droite. François Bayrou, il n'est pas de droite. Il est d'où? le sait. Mais je ne sais pas d'où il est. Il est un peu au centre. D'ailleurs, il est un peu sur le même créneau que Macron. François Bayrou disait qu'il ne voulait pas qu'avec Emmanuel Macron, la finance prenne le pouvoir sur la vie politique. Et accusait Emmanuel Macron d'être un hologramme du monde de la finance, qui voudrait, comme à chaque élection, prendre le pouvoir sur le monde politique. Écoutez, voilà, je vois qu'il continue à avoir ses obsessions. Vous êtes passé à ça de devenir le candidat de la droite pour la présidentielle, pas de regret? Vous êtes sûr qu'il vous en veut pas personnellement, parce qu'on sait que les sarkozystes ont poussé pour votre candidature en essayant de débrancher M. Fillon? Non mais écoutez, arrêtez d'écouter les bruits de fond de couloir à gauche. L'entêtement de François Fillon prend en otage la droite. L'entêtement de François Fillon fait le jeu de M. Macron, qui est un grand danger pour la France. Tout le monde, à l'exception de ce studio, trouve christique, merveilleusement frais et printanier, les discours de Emmanuel Macron. Juste une chose. Nous avons souligné que le dernier discours était creux, qu'il n'y avait aucune proposition pratiquement. Enfin, aucune proposition. En temps d'antenne, croyez-moi, c'est pas ce qui ressort le plus. Monsieur Fillon, c'est vous le coq sportif avec cette campagne maintenant? La passe est très
faut 10 minutes entre chaque blague, à peu près 30 millions de coques en plus. Au moins. Et encore un comité d'accueil l'a attendu, quelques militants communistes cette fois-ci. De l'enseignement supérieur. Fillon, sans province, on n'en veut pas, des excuses non plus, ou l'inverse. Voilà, fin de Territoire d'info sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'info. Bonne journée. La personnalité politique face à 4 journalistes, des questions sans concession pour des réponses qui font l'info. Question d'info présentée par Frédéric Aziza en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info, aujourd'hui à 9h30.